Bonjour à toutes et à tous, donc toujours dans le cours de métrologie instrumentation de physique semestre 2 au département génie chimique, génie des procédés de l'IUT de Saint-Nazaire. On attaque le chapitre 6 aujourd'hui sur les capteurs du génie de procédés, à savoir on va étudier les capteurs de pression, de niveau et de débit, qui fait suite au cours sur les capteurs de température que vous avez eu au chapitre 5. En petite introduction, donc hormis les capteurs de température, les capteurs les plus employés dans le domaine du génie des procédés sont les capteurs de pression, de niveau et de débit. Donc partie A, on va étudier les capteurs de pression, partie B, les capteurs de niveau, et partie C, les capteurs de débit. Une petite note tout de suite, c'est que les capteurs de pression sont très souvent utilisés pour mesurer indirectement un niveau de liquide, et également pour déterminer un débit. Donc on en reparlera dans les parties B et C, mais ces capteurs de pression, on les trouve vraiment beaucoup, ils sont omniprésents. Donc on va commencer par les capteurs de pression, il y a quelques photos ici, on va aller revoir ces différents types de capteurs dans cette partie. Donc quelques généralités et définitions tout d'abord. Alors les unités qu'on va trouver pour les mesures de pression, c'est les PSI, ce qui veut dire pound force per square inch, les bars, et puis également les pascals. Alors le pascal, c'est l'unité du système international. Alors vous devez le savoir, un bar c'est 10 puissance 5 pascal, 100 000 pascal, et c'est environ 14,5 PSI, l'unité anglo-saxonne. On a une correspondance assez directe qu'on utilise assez souvent sur les signaux pneumatiques, donc le 315 PSI qui vaut environ 0,2 à 1 bar. Donc il y a une bonne interchangeabilité entre ces différents types de signaux pneumatiques. On reverra ça en travaux dirigés. Donc par définition, une pression c'est une force par unité de surface, donc 1 pascal, l'unité SI, c'est 1 newton, c'est l'unité de force, sur 1 mètre carré. Donc 1 pascal, c'est une pression qui est très petite. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup les bars, on utilise aussi les kilopascals, et puis les PSI bien sûr. Une mesure de pression peut être absolue, donc c'est la pression réelle, relative, c'est une différence de pression par rapport à la pression atmosphérique, donc on utilise beaucoup en génie des procédés, et puis ça peut être également une pression différentielle, on verra dans le cas d'un réservoir fermé, ça peut être utile. On peut aussi différencier la pression statique d'un fluide, donc due à la gravité, au poids du fluide, voilà, la pression qu'il va exercer en fonction de la hauteur, et la pression dynamique, donc qui va être due à la vitesse du fluide. Donc la pression statique, elle va s'écrire un ρGH, c'est une pression que vous connaissez certainement, alors que la pression dynamique, ça va être 1/2 de ρV carré, avec dans les deux cas, un ρ c'est la masse volumique du fluide, et V dans le deuxième cas c'est la vitesse du fluide. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser la mesure de pression pour déterminer le niveau, donc en utilisant la pression statique, on appelle ça une mesure hydrostatique, ou un débit par l'intermédiaire de la vitesse du fluide. Si on connaît la vitesse, on connaît le débit du fluide. Alors, on aura un petit exercice qu'on fera en classe, l'étalonnage d'un manomètre. Bon, c'est un tout petit exercice très simple. Donc, je passe pour l'instant. On verra ça un peu plus tard. Alors, on va pouvoir dégager deux grandes familles de capteurs de pression. Les capteurs utilisant un liquide, donc on utilise beaucoup. Alors, ce sont uniquement des indicateurs. Donc, on ne peut pas traduire la pression mesurée en un signal analogique. Exploitable en régulation industrielle. On verra dans le chapitre suivant qu'on va un petit peu aborder la régulation au travers des actionneurs du génie des procédés. Donc ça va être les manomètres à tube en U que vous connaissez, le delta P c'est ρG fois le delta H, l'écart entre les deux indications. Et puis ça peut être aussi des manomètres inclinés qui permettent d'avoir une plus grande précision pour une faible plage de mesure. On va avoir donc ces capteurs utilisant un liquide, on ne va pas les étudier dans ce cours puisque ce sont seulement des indicateurs. On ne va pas pouvoir directement en sortir un signal électrique exploitable, ce qu'on appelle un capteur. Des capteurs à déformation de solide, donc même chose que vous voyez en cours de mécaflux, en BE, en TTF. Donc bon, il y a tout un tas de types qui existent. Les plus courants c'est soufflet, tube de Bourdon, tube borgne, membrane plane encastrée, capsule.
Donc ça peut être des indicateurs, hein, comme le manomètre de Bourdon, ici un tube de Bourdon, donc on va avoir la pression qui va déformer ce tube, hein, il va se déplacer, et puis on transmet ce déplacement à l'aiguille, hein, qui va pouvoir nous indiquer la pression. Souvent les manomètres sont à double graduation en bar et en PSI. Mais on peut aussi avoir des capteurs transmetteurs, hein, donc qui vont délivrer un signal analogique en tension ou courant, on en reparlera via le transmetteur correspondant à la pression. Donc c'est ceux qui vont nous intéresser dans ce cours de physique. Donc il va falloir convertir la déformation ou le déplacement, hein, qu'on obtient en fonction de la pression en grandeur électrique. Donc c'est ce qu'on va appeler la transduction, c'est surtout ça qui va nous intéresser dans cette partie. Alors un petit exemple de capteur à soufflet, on imagine bien que le soufflet peut s'allonger ou rétrécir en fonction de la pression qui va être appliquée. Voilà, ici on a une graduation, mais on peut très bien avoir une mesure électrique de ce déplacement, hein, de cet indicateur ici. On a ce qu'on trouve beaucoup, hein, les capteurs à membrane. Donc la membrane qui est ici va se déformer en fonction de l'écart de pression dans une chambre ou dans l'autre. Donc ici c'est une mesure de pression différentielle, on va faire la différence entre la pression 1 et la pression 2, et ici la pression 1 est supérieure à la pression 2, c'est pour ça que la membrane est déformée vers la droite. Donc ce qui va nous intéresser surtout, c'est la transduction, hein, comment on convertit cette déformation mécanique en grandeur électrique. Alors un petit synoptique, hein, qu'on trouve régulièrement, on va avoir donc la pression qui va agir sur une surface, la surface de la membrane par exemple, qui va donc traduire cette pression en force. La force, voilà, la surface c'est un élément élastique, donc cette force va s'appliquer sur cet élément élastique et ça va se traduire en déformation ou déplacement. Donc ce qu'on a, hein, les deux premiers éléments ici, c'est ce qu'on appelle le corps d'épreuve, hein, c'est celui qui va être soumis à la pression et qui va transformer entre guillemets cette pression en déformation ou déplacement. Et ensuite, si on veut avoir un capteur, hein, cette déformation ou ce déplacement, donc pas seulement un indicateur, hein, puisque là ça pourra nous suffire pour avoir l'aiguille sur le tube de Bourdon par exemple. Donc si on veut vraiment que ce soit un capteur, on va falloir que voilà, donc, pardon, le corps d'épreuve, hein, transforme la pression en déformation-déplacement. Et donc il va falloir convertir cette pression, cette déformation ou ce déplacement en grandeur électrique. Donc c'est ça qu'on appelle un capteur, et ici on va parler de l'élément de transduction. Comment on va faire cette transduction, cette transformation de déformation ou déplacement en grandeur électrique. Alors il y a tout un tas de transductions qui peuvent exister, hein, différentes. Bon, j'en ai listé 4 principales ici. La transduction résistive, hein, donc c'est une résistance qui va varier en fonction du déplacement ou de la déformation. Donc ça peut être un capteur potentiométrique ou une jauge d'extensométrie, ce qu'on appelle aussi une jauge de contrainte. Donc la résistance varie en fonction du déplacement. On peut aussi avoir une transduction capacitive, hein, qui est très utilisée, qu'on reverra aussi d'ailleurs dans les capteurs de niveau. Donc là c'est une ou plusieurs capacités qui varient en fonction de la déformation, de la contrainte mécanique qui est due à la pression. On peut avoir une transduction inductive, bon ça on n'en parlera pas vraiment, mais voilà, c'est employé aussi, hein. Donc c'est une inductance qui va varier en fonction du déplacement, donc vous voyez le RLC, hein, et puis on a une quatrième transduction aussi, hein, que je cite ici, qu'on n'étudiera pas particulièrement, c'est la transduction piézoélectrique. Donc c'est certains matériaux, hein, comme le quartz, qui font apparaître une différence de potentiel, une tension, lorsqu'ils sont soumis à une contrainte mécanique. Donc ça, ils sont pas mal employés pour les mesures de poids de très grande valeur, très grand poids. Alors, un petit exemple de transduction capacitive, donc c'est la capacité d'un condensateur, voilà, c'est le condensateur, hein, classique, deux armatures qui sont vis-à-vis. La capacité du condensateur va dépendre des caractéristiques géométriques, hein. Donc la capacité c'est epsilon fois S sur E, sachant que epsilon c'est la permittivité du milieu entre les armatures, donc ce qu'on appelle la permittivité diélectrique, hein, comment elle laisse passer le milieu, comment il laisse passer les lignes de champ électrique. Bon, je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails. La surface en regard des armatures, hein, S, donc il faut que les plaques soient en face, hein, l'une de l'autre, et puis l'écartement entre les armatures. Donc une des méthodes de mesure de déplacement, hein, ça va être de mesurer voilà, le déplacement d'une armature par rapport à l'autre, dans ce sens-là. Donc là c'est la surface des armatures en vis-à-vis qui va varier. Ça peut être aussi l'écartement.
Donc c'est ça qu'on va voir juste après. On peut aussi, dans le cas d'une mesure de niveau capacitive, avoir la permittivité du milieu entre les armatures qui va varier. On en reparlera dans la partie B sur les capteurs de niveau. Donc l'idée, c'est de transformer la déformation d'une membrane sous l'effet d'une pression en une variation de capacité. Et donc le conditionneur devra transformer cette variation de capacité en tension. Hein. Donc voilà, ça peut être un circuit électronique un petit peu compliqué, mais bon, peu importe. Alors un petit exemple de mise en œuvre d'une transduction capacitive pour une mesure de pression. Donc vous avez une membrane indéformable ici, une membrane déformable en dessous qui va se déformer en fonction de la pression. Et puis l'écartement ici E entre les armatures donc, va varier en fonction de la pression. L'écartement moyen de ce condensateur. Ça peut être une mesure de pression relative, hein, donc si ici le canal est ouvert, hein, on va mesurer la différence entre la pression et la pression atmosphérique, alors que ça peut être aussi une cellule de pression absolue, hein, donc on peut avoir le vide ou une pression bien connue à l'intérieur, donc là c'est bouché hein, ici, et on va mesurer une pression absolue. Voilà. Donc une armature du condensateur se déforme, l'autre est fixe, et l'écartement moyen entre les armatures va varier, hein, ce qui va faire varier la capacité, et donc on va pouvoir récupérer ce signal pour le transformer en tension par exemple, ou en courant 420 mA. Un petit exemple aussi de transduction donc résistive par jauge extensométrique, hein, par jauge de contrainte, on aura un exercice là-dessus. Donc une jauge de contrainte, hein, ça ressemble à ça, donc c'est sur un petit film de plastique déformable, on va graver un petit circuit en cuivre, et puis quand cette jauge de contrainte va être déformée, hein, la longueur globale que doit parcourir le courant va varier, donc la résistance va varier. Je vous en montre une petite image un petit peu plus précise. Voilà. Donc c'est un circuit résistif hein, qui va être collé sur une structure déformable, ce qu'on appelle donc le corps d'épreuve, et la déformation du corps d'épreuve va provoquer l'allongement ou le rétrécissement de la jauge, et donc la résistance va varier, donc assez peu, hein, cela dit, avec la déformation. Pour bien utiliser ces jauges de contrainte, puisque la résistance varie très très peu, on utilise souvent un montage en pont de Wheatstone. Donc un exemple ici, on a 4 résistances qui vont varier. Alors ça peut être 1, 2 ou 4 hein, en pratique. Et puis, donc sans rentrer trop dans les détails du pont de Wheatstone qui est un petit peu compliqué, hein, on va transformer la variation de résistance en tension qui va varier linéairement ou quasiment linéairement avec la résistance. Et donc, si la résistance varie quasiment linéairement avec la pression, on va obtenir une tension proportionnelle hein, qui varie linéairement avec la pression. Alors les jauges, hein, quand on est en pont complet comme ici, hein, où les 4 résistances peuvent varier, hein, les jauges sont placées de manière symétrique sur la pièce, en déformation. Donc R1 et R3 vont voilà, varier dans le même sens, hein, vont subir des allongements positifs, donc des résistances qui vont augmenter, tandis que R2 et R4 sont comprimées de la même quantité, donc elles vont varier de la même valeur de résistance. Donc c'est comme ça qu'on obtient une tension qui varie linéairement avec la résistance et donc la pression. Donc ça c'est un montage en pont complet, on peut avoir seulement 2 résistances ou une seule résistance, hein, en demi-pont ou en quart de pont pour ces ponts de Wheatstone. En l'absence de contrainte, hein, donc les 4 résistances sont identiques et la mesure qu'on obtient, donc elle est mesurée ici, représentée avec un voltmètre, va varier linéairement, donc va être nulle pardon, en absence de contrainte. Donc on dit que le pont est équilibré. Alors, quelques exemples de mise en œuvre de jauges de contrainte. Hein. On voit ici 2 jauges de contrainte qui sont sur une pièce mécanique dont on veut mesurer la déformation. Alors, c'est plus général que seulement les capteurs de pression. D'ailleurs, je vous en montre aussi ici hein, sur des capteurs de pesage. Hein. C'est des pièces qui vont se déformer en fonction du poids. Et donc, on va mesurer la déformation de ces pièces. Alors, c'est souvent en aluminium, hein, ces pièces-là. Et puis, on va avoir 1, 2 ou 4 jauges de contrainte hein, qui vont être fixées dessus. Voilà. Une autre mesure de contrainte hein, sur une pièce mécanique, ici avec des jauges placées aux bons endroits pour faire cette mesure. Dans un capteur de pression, hein, c'est ce que j'ai ici, un capteur de pression différentielle, on va avoir, vous voyez, une capsule qui va se déformer ici et là, et puis donc la tige qui est au milieu va se déformer dans un sens ou dans l'autre suivant la différence de pression hein, de part et d'autre, et on va mesurer cette déformation hein, de ce qu'on appelle le corps de flexion, hein, cette tige, par une jauge de contrainte qui est fixée dessus.
Et puis, c'est l'occasion d'en parler, on a très souvent la température qui va influer sur les mesures, donc on a très souvent dans les capteurs une compensation de température qui va être nécessaire. Donc c'est ce qu'on appelle une grandeur d'influence, la température, très très importante souvent pour les capteurs. C'est le cas aussi pour des capteurs d'humidité par exemple. Alors ici on voit peut-être un peu mieux le principe des jauges de contrainte. Sur une barre ici, si j'applique une charge, la barre va fléchir, va y avoir une déformation, et la jauge de contrainte RJ1 va s'allonger pendant que RJ2 va être comprimé. Et voilà, c'est ce qu'on appelle, on va pouvoir utiliser ça dans un capteur de type push-pull, RJ1 augmente pendant que RJ2 diminue, ou inversement, ce qui permet de linéariser les phénomènes. Alors, on verra un petit exercice sur justement un pont de Wheatstone. Alors c'est un demi-pont en l'occurrence, on n'a que 2 résistances qui vont varier et 2 résistances fixes, et on verra qu'on obtiendra une tension qui sera proportionnelle, on fera une petite approximation qui sera donc proportionnelle à la variation de résistance qui elle-même dépend de la pression. On verra aussi un autre exercice sur la transduction résistive, donc on va simplement mesurer la position du curseur sur un potentiomètre, et cette position dépend de la déformation d'un soufflet dans le cas de ce capteur de pression. Donc on verra comment ça marche cette transduction, comment obtenir une tension qui dépend de la pression linéairement. On va attaquer maintenant la partie B sur les capteurs de niveau. Donc je vous ai mis quelques photos de capteurs de niveau. Donc un capteur de pression différentielle. Ici un capteur qui va mesurer la poussée d'Archimède, donc un plongeur. Un capteur capacitif. Donc c'est la capacité du condensateur entre ces deux armatures qui va varier en fonction du niveau de fluide qui va être plus ou moins haut. Ici c'est un capteur à ultrasons et ici un capteur radar. Alors, ce qui se fait beaucoup, c'est les capteurs de niveau, mesure de niveau par capteur de pression. Donc, c'est vraiment la grande majorité. Le contrôle du niveau dans un réservoir va se faire par mesure de pression, ou pression différentielle dans le cas d'une cuve fermée. Alors voilà, un petit exemple de mesure de pression en bas du réservoir. Connaissant la pression, on pourra déterminer le niveau. On verra que le niveau, la pression va dépendre aussi de la masse volumique du fluide, ce qui peut être embêtant. Donc on verra ça dans l'exercice 4. Ici, le cas d'une mesure de pression différentielle pour déterminer le niveau, puisque le réservoir est fermé, donc on n'est pas à la pression atmosphérique en haut. Et puis on va avoir la canalisation latérale ici qui peut être humide ou sèche, donc remplie de liquide ou sèche. Alors ça va dépendre si on a un risque d'avoir de la condensation à l'intérieur du réservoir et donc dans cette canalisation. Bon, je passe les détails là-dessus. On peut aussi avoir une mesure de niveau par sonde plongeante, donc c'est la mesure de pression. Au lieu de faire un trou dans le fond du réservoir, on va plutôt fixer par le dessus et suspendre le capteur de pression. La mesure de pression va se faire ici, donc on va connaître la différence de hauteur de fluide entre la cellule de mesure et puis le niveau de fluide. Alors, on aura un petit exercice là-dessus qu'on fera également en présentiel. Alors, quelques autres mesures de niveau qui vont dépendre elles aussi de la masse volumique ou la densité du fluide. Alors, quand on ne peut pas se servir de la mesure de pression, qui est quand même celle qui est largement la plus utilisée, dans le cas, alors ça peut arriver si le capteur de pression pourrait être perturbé par un pompage juste à côté du capteur, donc si on va avoir des à-coups de pression, des turbulences. On va être amené à utiliser d'autres mesures indirectes de niveau qui vont dépendre de la masse volumique, et puis on verra ensuite des mesures qui ne dépendent pas de la masse volumique, ce qui peut être très intéressant. Alors on peut faire une mesure de poids de la cuve, même si une mesure de poids ça peut être intéressant, mais ça peut être perturbé par des vibrations, si on a une agitation par exemple dans une cuve, ou par la présence de tuyaux d'entrée ou de sortie sur la cuve, sur le réacteur, etc. Donc on peut avoir des contraintes mécaniques un peu variables. Bon, c'est pas mal employé pour des mesures de poids assez importantes. Donc je détaille pas plus loin ce truc-là.
On peut utiliser un plongeur, hein, donc qui va consister en une mesure de la poussée d'Archimède, et puis un autre capteur amusant, c'est le limnimètre à bulle, plutôt limnimètre bulle à bulle, on appelle ça, capteur de niveau à bulle, etc. Alors, un exemple de plongeur, hein, donc ici, hein, ce plongeur, il va pas être mobile, hein, il va être fixe, mais on va mesurer la force exercée par la poussée d'Archimède, hein, donc, qui correspond au volume immergé du plongeur. Donc la force exercée, hein, sur le plongeur, hein, ça va être le poids du plongeur moins ρGHS. Hein, ρGHS, c'est la poussée d'Archimède, et on voit que la force va dépendre de la hauteur du plongeur, hein, qui est immergé, de la hauteur immergée du plongeur. La section du plongeur intervient bien sûr, et puis quand même la masse volumique, un ρ du fluide va intervenir toujours. On est dans la partie où les méthodes de mesure dépendent de la masse volumique. Le limnimètre bulle à bulle, il est rigolo celui-là. Donc le principe, hein, c'est qu'on va injecter de l'air comprimé ici à un débit constant. Donc on va faire une régulation de débit, alors c'est ce qui est représenté ici, hein, sur le schéma PID. On va faire une régulation de débit pour que le débit soit constant, et en fait la pression qu'il va falloir injecter pour qu'il y ait ce débit constant, c'est voilà, la pression nécessaire pour obtenir un débit d'air est égale à la pression hydrostatique. Donc ça va être un tout petit débit de pression, d'air comprimé, pardon. Voilà. Alors ça, c'est plutôt utilisé pour la mesure de niveau dans les fleuves, pour surveiller les inondations, les crues, etc. Pas beaucoup, à ma connaissance, en génie des procédés. Alors une petite photo d'un limnimètre bulle à bulle, hein, vous voyez la canne, et puis là-dedans on a la régulation de débit et la mesure de pression, hein, de l'air comprimé qu'il faut pour qu'il y ait ce débit d'air. Voilà, c'est des petites méthodes de mesure qui sont assez intéressantes, hein. Bon, on ne fera pas le tour, hein, je vous en montre une partie, mais bien entendu il y a beaucoup de principes différents. Alors on va essayer d'aller vers des mesures directes de niveau, donc qui sont beaucoup plus modernes. Alors c'est pour l'instant les mesures de pression, ou les autres méthodes de mesure, hein, qu'on a vues précédemment, pour un niveau donné, dépendent de la masse volumique. Delta P égale ρGH par exemple, pour une mesure de niveau par pression. Alors attendez, hop, j'ai ma souris qui a plus de pile. Donc si le liquide contenu dans le réservoir peut avoir une masse volumique variable, voilà, dans le cas d'un mélange de plusieurs liquides par exemple, ou une masse volumique qu'on ne connaît pas forcément à l'avance, il faudra utiliser d'autres méthodes, hein, ce que j'ai appelé mesure directe de niveau. On peut adjoindre à la mesure de pression une mesure de densité, donc une mesure de masse volumique, hein, pour corriger le niveau obtenu par mesure de pression. Bon, ça je ne détaille pas plus que ça. On va aussi trouver la mesure par transduction capacitive. Donc la mesure va quand même dépendre, alors non pas de la masse volumique du fluide, mais de sa permittivité diélectrique, hein, sa façon de laisser passer les lignes de champ électrique du fluide, donc, qui peut varier elle aussi. Mais c'est une méthode qui est pas mal employée. On peut aussi avoir des mesures directes de niveau, donc par flotteur, palpeur, mesure par temps de transit d'onde, radar ou ultrason, ou rayonnement gamma, hein, donc, que je vais détailler dans les diapos suivantes. Alors, la première, la mesure par transduction capacitive. Donc on en a déjà parlé de la transduction capacitive dans la mesure d'une pression. Ici, on va avoir donc un condensateur qui est formé par ces deux armatures. Et puis, c'est la permittivité du milieu entre les armatures qui va varier. Donc quand c'est de l'air, la permittivité elle va avoir une certaine valeur. Quand c'est du fluide, elle va avoir une autre valeur. Et la capacité du condensateur va dépendre de cette... voilà, la permittivité du fluide est différente de celle de l'air, hein. Et donc la capacité du condensateur va varier en fonction du niveau, tout simplement. Donc un exemple de sonde capacitive que je vous ai montré déjà tout à l'heure. Donc c'est voilà, la capacité du condensateur varie en fonction du niveau. C c'est epsilon fois S sur E, et c'est la permittivité epsilon ici qui varie en fonction du niveau. La S et E, hein, ne varient pas, l'écartement et la surface des armatures en regard l'une de l'autre, en vis-à-vis l'une de l'autre, ne va pas varier. Autre mesure donc directe de niveau, donc flotteur et palpeur dans un premier temps. Donc
Un flotteur, bah, c'est tout bête, c'est le dispositif qu'on a finalement dans la chasse d'eau des toilettes. On va avoir un flotteur qui va flotter, comme son nom l'indique, sur le niveau de liquide, et on va détecter sa position. Donc on va avoir une transduction qui peut être voilà, ensuite résistive, inductive ou autre. Donc on verra ça dans l'exercice 5 avec une transduction résistive. Le palpeur, lui, il est très intéressant. Alors, une petite photo ici que j'ai trouvé d'un palpeur qu'on appelle le palpeur électromagnétique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire descendre le bout ici jusqu'à ce qu'il rentre en contact avec le liquide, ou ici, ça peut être aussi des produits en vrac. Exemple, la mesure de niveau dans un silo de céréales, des produits en poudre, etc. Donc pas forcément du liquide. Donc la mesure de longueur du câble, au moment où la tension du câble va diminuer, va nous permettre de mesurer le niveau. Donc on va faire descendre cet élément-là. Quand il va rentrer en contact avec le fluide ou les poudres, etc., la tension du câble, sa tension va varier, et on va mesurer cette variation. Et au fur et à mesure où le capteur descend, on va compter en fait des impulsions. Voilà, à chaque fois qu'il descend de 1 cm par exemple, on va avoir une impulsion et on saura de combien il est descendu. C'est une mesure qui ne va pas être tout à fait continue, c'est-à-dire qu'on va descendre le palpeur pardon, jusqu'à ce qu'il touche la surface. On va faire une mesure, on va le faire remonter, puis on va le faire redescendre, etc. Voilà, c'est une mesure que je trouve assez amusante, assez intéressante, ce type de mesure. Bon, ça va être plutôt a priori quand même pour les produits en vrac, en poudre, voilà, etc. En billes, enfin peu importe, assez peu utilisé pour les fluides, même si on peut mesurer des interfaces entre deux fluides aussi grâce à ce type de capteur. Autre type de mesure directe de niveau, c'est assez moderne, les mesures par onde, donc radar ou ultrason. Donc le principe, c'est qu'on va émettre une onde, qui peut être donc des ultrasons par exemple, et puis ces ondes vont être réfléchies par la surface du fluide, et donc le temps que va mettre l'onde à revenir va dépendre directement de la distance entre le capteur et le niveau de fluide. Donc ce qui est intéressant sur ce type de mesure, c'est que c'est pas intrusif, on n'a pas besoin de faire découper la paroi, on va pas dépendre de la pression, on va pas dépendre non plus de la masse volumique du fluide. Ça peut être relativement insensible aussi à la présence de poussière par exemple, de mousse, etc. Bon. Donc on va mesurer le temps de transit, voilà, on regarde simplement le principe entre l'émission de l'onde et la réception. Donc ici c'est un capteur plutôt radar, donc au lieu d'être un ultrason, on va émettre une onde électromagnétique qui va être réfléchie par le niveau de fluide. Des capteurs radar, ça va être ça. Alors on va avoir différentes formes qui vont exister, ça peut être aussi à onde guidée, on va avoir quelque chose qui va descendre jusque dans le fluide, bref. Des capteurs ultrasons, c'est vraiment les mêmes principes, globalement, on va émettre donc des ultrasons et puis on va repérer le temps qu'ils mettent à revenir. Alors, une autre type de mesure directe de niveau qui est assez surprenante, c'est une mesure par rayonnement gamma. Donc on va utiliser une source radioactive, alors évidemment très contrôlée, très protégée, pour qu'il n'y ait pas des ondes radioactives qui aillent partout. Donc on a un émetteur donc radioactif, et puis on va avoir un récepteur donc de l'autre côté de la paroi. Alors ça va être très utilisé surtout quand on a des pressions très importantes, et ce qui serait embêtant, c'est de percer le réservoir. Voilà, donc on va avoir une méthode non intrusive sur le réservoir, et puis on va avoir un récepteur, et l'absorption d'ondes gamma va dépendre si le fluide est plus ou moins haut, il va absorber plus ou moins de rayonnement gamma. Donc c'est pas mal utilisé de ce que j'ai pu voir en pétrochimie, notamment pour la mesure de niveau de fluide à des pressions importantes, à des températures importantes, etc. Donc le capteur n'est pas directement en contact, et il n'y a pas non plus besoin de percer les parois. On peut utiliser plusieurs récepteurs si on a besoin de mesures de niveau très très hautes. Ça peut aussi être sur des ballons qui sont circulaires.
Bref, il y a tout un tas de mesures qui existent. Je trouve ça assez intéressant de voir ce type de mesures de niveau aussi. On ne rentre pas dans les détails de la physique derrière. Alors, un exercice qu'on fera, c'est une transduction donc résistive, un potentiométrique, pour une mesure de niveau par flotteur. Troisième partie de ce cours, donc je prétends pas que je fais un catalogue exhaustif de tout ce qui existe, hein. J'essaye de montrer un peu ce qui existe, voilà, les différentes méthodes qu'on va pouvoir trouver sur les mesures donc ici de débit maintenant. Donc on verra ces différents capteurs ensuite, dans les diapos suivantes. Donc quelques définitions. Alors le débit volumique, un QV, c'est mesuré par la vitesse moyenne du fluide à travers une section connue. Donc QV c'est S fois V, V étant la vitesse du fluide et S la section. Alors le débit volumique, son unité SI c'est des mètres cubes par seconde, la surface, l'unité SI c'est des mètres carrés, et la vitesse c'est des mètres par seconde. Donc mètres carrés fois des mètres par seconde, ça fait bien des mètres cubes par seconde. Alors même si on utilise usuellement plutôt des litres par minute, des litres par heure, des mètres cubes par heure, etc. Puisque mètres cubes par seconde, 1 mètre cube par seconde, ce serait un débit très 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 important. Imaginez une tonne d'eau qui passe dans une canalisation par seconde. Il faudrait des très grosses canalisations. On va aussi pouvoir dégager le débit massique, donc qui va dépendre de la masse volumique ρ du fluide. Le débit massique, c'est ρ fois le débit volumique. Donc le débit massique, l'unité SI, c'est des kilogrammes par seconde. On va l'obtenir en multipliant des kilogrammes par mètre cube fois des mètres cubes par seconde. J'obtiens bien donc des kilogrammes par seconde. Donc ça peut être intéressant d'avoir le débit massique plutôt que volumique pour un capteur. Alors on va pouvoir parler des débitmètres mécaniques. Donc c'est des pièces mécaniques qui vont être placées directement dans la conduite de mesure. Alors l'ennui avec ces débitmètres dits mécaniques, ils sont sujets au blocage et à l'usure. Alors j'en parle pas particulièrement dans ce cours. Les principaux débitmètres mécaniques, ça va être le rotamètre, que vous connaissez bien. J'ai une photo ici d'un rotamètre. Souvent c'est simplement un indicateur. On va avoir le flotteur, enfin voilà, l'élément qui va flotter plus ou moins haut en fonction du débit qui arrive par le bas. Et puis quand même on en trouve des rotamètres à sortie électrique, c'est-à-dire qu'on va détecter la position du rotamètre par couplage magnétique. Donc il est possible d'avoir quand même une sortie électrique sur un rotamètre. On peut parler aussi de compteur volumétrique, palette à piston, à roue dentée, et de compteur de vitesse à turbine pour les liquides ou à hélice pour les gaz. Donc j'ai un petit exemple de débitmètre à turbine. Donc on va mesurer la vitesse de rotation de cette turbine. Bon, j'en parle pas plus que ça de ces débitmètres mécaniques. Ceux qui m'intéressent plus, c'est ceux qui sont un peu plus modernes qu'on va voir ensuite. Donc dit les débitmètres statiques, aucune pièce va être en mouvement, donc on va avoir pas d'usure sur les capteurs. Alors c'est plutôt plus récent, de plus en plus utilisé et qui vont tendre à supplanter les débitmètres mécaniques. Alors une grande partie de ces débitmètres statiques va reposer sur la mesure de pression. C'est quelque chose que vous connaissez déjà. On va utiliser une mesure de pression différentielle en utilisant des débitmètres donc à organes déprimogènes, donc qui vont entraîner une dépression en fonction de la vitesse du fluide. Donc ça peut être des tuyères, venturi ou diaphragme. J'avais trouvé cette petite image que je trouve intéressante. Bon, même chose, ça vous en avez entendu parler en cours de mécanique des fluides et en TP. Bon, voilà. La différence de pression va nous donner la vitesse et donc le débit volumique. On peut aussi mesurer une pression dynamique. Donc même chose, vous en avez entendu parler en mécanique des fluides, le débitmètre à tube de pitot, débitmètre à sonde, qu'on appelle aussi un UBAR. Donc un exemple de débitmètre à tube de pitot, on va voilà, mesurer la pression du fluide, la pression dynamique du fluide due à sa vitesse à différents points. Alors un truc qui est intéressant sur les tubes de pitot, c'est qu'on utilise en génie des procédés, mais également, alors vous avez ici des sondes pitot qui nous permettent de mesurer la vitesse de l'avion, et c'est d'ailleurs ces sondes-là qui étaient à l'origine d'un crash d'un vol Rio-Paris il y a quelques années. Voilà, le capteur avait givré, et donc la mesure de vitesse n'était plus correcte. Donc maintenant ils sont chauffés, ces sondes pitot, elles sont chauffées pour éviter le givrage.
peu importe, hein, là c'est plus du génie des procédés. On revient donc sur des débitmètres alors plus modernes, donc à ultrasons. Donc on retrouve les ultrasons ici pour mesure de débit. Donc on va avoir un émetteur à ultrasons qui va mettre un train d'onde. La mesure du temps mis par le signal, alors je vais faire apparaître le schéma, voilà. Donc la mesure de temps mis par le signal pour parcourir la distance va dépendre de la vitesse du fluide. Le temps ici, c'est un petit peu restrictif, mais le temps ça va être la distance, la longueur entre l'émetteur et le récepteur sur C plus V fois cos alpha, alpha étant l'angle ici, et puis C c'est la vitesse de l'onde ultrasonore, et V donc la vitesse du fluide. Donc un exemple en photo d'un débitmètre à ultrasons, donc on voit effectivement, alors en réalité on n'a pas forcément un émetteur d'un côté et un récepteur de l'autre, les deux peuvent être des émetteurs et des récepteurs. Bon, bref, je passe sur ces détails-là. Une autre représentation des capteurs de débit à ultrasons, c'est on va utiliser une réflexion de l'onde ultrasonore à l'intérieur de la conduite. Alors, ce qui est intéressant avec ce type de débitmètre, alors vous voyez ici en photo, donc on va avoir l'onde qui va aller par là, et puis lui il va à ce moment-là se comporter comme émetteur et l'onde va revenir par là, et puis la différence de temps de transit entre l'aller et le retour va nous permettre d'obtenir une mesure de débit un peu plus précise. Alors, le gros intérêt de ce type de capteurs, qui peuvent être sur des canalisations bien plus grosses, c'est qu'on n'a pas besoin de percer la canalisation ou de l'installer. Ça veut dire que pendant le fonctionnement du process, on peut changer le capteur s'il a un défaut. On peut l'ajouter, etc. Donc ils sont facilement remplacés sans arrêter le process. Et puis ils sont insensibles à l'agressivité du fluide. Et puis voilà, pour des raisons de si la pression est très importante dans la canalisation, même chose, pas besoin de percer, c'est non intrusif. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Voilà. Un autre débitmètre dont je voulais vous parler, c'est le débitmètre électromagnétique. Donc on va avoir un champ magnétique créé par deux bobinages, et puis qui sont ici et là. Et puis on va avoir deux électrodes qui vont mesurer la force électromotrice induite dans le fluide. Donc même chose, on regarde que le principe global, on ne va pas rentrer dans le détail de la physique et de l'électromagnétisme. La force électromotrice, donc la tension, va être proportionnelle à la vitesse, ça va être B, c'est le champ magnétique, en gros, L la distance entre les électrodes, et V la vitesse de l'écoulement, et donc on obtiendra ainsi le débit. Donc un petit exemple de débitmètre électromagnétique, voilà, qui est une mesure qui est assez courante. Alors il y en a plein d'autres, des mesures de débit. Je peux citer le débitmètre massique à effet Coriolis. Alors, il est assez intéressant celui-là. On obtient notamment le débit massique et non pas le débit volumique. Donc on obtient le débit en kilogrammes par seconde plutôt qu'en mètres cubes par seconde, en unité SI. On va aussi avoir le débitmètre massique à fil chaud, débitmètre à effet vortex, débitmètre à palette, débitmètre à effet Doppler. Alors vous trouverez dans la description de cette vidéo 4 liens vers voilà, des mesures de niveau, des mesures de pression, niveau ou débit. Voilà, des vidéos que j'ai trouvées assez intéressantes du constructeur Endres Hauser qui sont très bien faites. Bref, donc il y a tout un tas d'autres principes physiques qui sont mis en jeu. On peut pas faire un catalogue exhaustif de tout ce qui existe. Alors un petit dernier exemple de mesure de débit, typiquement dans une station de traitement des eaux. Donc on va avoir sur ce canal ouvert, donc à la pression atmosphérique, une restriction, donc c'est un venturi, et la hauteur du fluide ici va dépendre du débit, tout simplement. Donc la mesure de niveau va nous donner une image du débit. Donc c'est très utilisé. Alors ici, ça doit être un capteur à ultrasons, ça pourrait être un capteur radar aussi, pourquoi pas, qui fait cette mesure-là. Donc indirectement, la hauteur va nous donner le débit. Alors, on aura un exercice à 1.6 qu'on fera également normalement en présentiel. Et je termine par une petite diapo de bibliographie. Donc si vous voulez en savoir plus sur les capteurs en instrumentation industrielle, ça c'est vraiment un bouquin très très intéressant. Il y en a plein d'autres bien sûr, mais voilà, George H, alors je crois que ça se dit George H,
et des collaborateurs, notamment Bernard Poussery ici. Donc voilà, c'est très complet, il est mis à jour, voilà, la 8e édition, c'est 2017. Donc voilà, très très intéressant ce livre-là. Autre chose dont je me suis servi pour ce cours, c'est le site de Patrick Gatt, qui est un enseignant en BTS SIRA, le BTS Contrôle industriel et régulation automatique, donc à Toulon. Donc c'est gatt.fr, le site, et voilà, un site vraiment très très intéressant. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous dis à bientôt en présentiel si tout va bien. Bonne journée.